On les appelle les bonobos panpaniscus. Les bonobos est une espèce endémique de la République démocratique du Congo qui vit dans la cuvette centrale de la forêt équatoriale. Le nom même de bonobo dérive du nom de la ville de Bolobo, située sur les rives du fleuve Congo. C'est à cet endroit qu'ont été observés et capturés les premiers individus en 1920. En 1980, on pouvait compter 100 000 bonobos. Aujourd'hui, il n'en reste que 10 000 à cause de la déforestation, le faible taux de reproduction et le braconnage. La vente des bonobos trouvés dans les marchés de la République et certaines personnes les retiennent en captivité comme animal de compagnie et orner leurs parcelles. En 1992, après le pillage, une famille avait abandonné un bébé bonobo dans la rue et fut récupéré par Claudine André, qui va quelques années après créer le sanctuaire de bonobo appelé Lolaya Bonobo. C'est un centre de réhabilitation des orphelins bonobos dont les parents ont été victimes du trafic de viande de brousse. Comme vous savez, toute l'Afrique centrale subit un peu ce véritable problème et tous les grands singes en subissent de terribles conséquences. Donc c'est un centre qui est dédié à l'accueil de ces orphelins jusqu'à leur retour dans la forêt. Lolaya Bonobo est un nom en lingala, une des 4 langues officielles parlées en République démocratique du Congo. Lolaya Bonobo signifie ciel, en français paradis, un endroit sacré où on n'aura plus jamais ni peur ni soif. Lolaya Bonobo est un projet créé par un autre projet mère, les Amis de Bonobo du Congo, ABC en sigle. Cette association a pour objectif la protection des derniers bonobos restants vivants en République démocratique du Congo. Comme la protection effective des bonobos dans leur habitat naturel nécessite un programme intégré de conservation qui comprend des actions d'éducation, d'application de la loi, de réhabilitation et de réintroduction en collaboration avec tous les autres acteurs de l'environnement, l'ABC, pour réaliser tout ceci, a créé 2 autres projets, le premier appelé Lolaya Bonobo, qui a pour objectif de recueillir les bonobos retenus en captivité afin de les préparer à être réhabilités dans la vie sauvage prochaine dans leur milieu naturel, avec un deuxième projet, Ekoloya Bonobo. Ekoloya Bonobo signifie le territoire des bonobos en lingala, langue nationale de la République démocratique du Congo. Ekoloya Bonobo, c'est environ 20 000 hectares de forêt marécageuse près de la bourgade de Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. Cet endroit était choisi parce que il était autrefois la maison des bonobos, il y a 2 décennies. L'idée de ce sanctuaire a commencé avec un bébé orphelin du nom de Mikeno. En 1994, Mikeno avait été déposé au jardin zoologique de Kinshasa, amené à Kinshasa sans doute par les trafiquants et loin de son territoire naturel. Ses chances de survie étaient faibles. Claudine s'employa cependant à le sauver, s'en occupant comme s'il s'agissait de son enfant. Rapidement, d'autres bonobos orphelins délivrés de la captivité arrivèrent et petit à petit formèrent une petite communauté de 20 bonobos vivant sous sa protection dans le sanctuaire nurserie qu'elle avait créé dans l'enclos du campus de l'école américaine de Kinshasa en 1998. C'est en 2002, 8 ans environ,
que cette communauté trouva un territoire à son goût par le biais de Claudine André au lieu dit des Petites Chutes de la Lukaya, à quelques kilomètres de la banlieue sud de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'Olaya Bonobo compte aujourd'hui une soixantaine de bonobos protégés et chéris par les mamans de substitution et une équipe de vétérinaires et des soigneurs. Les bonobos en RDC vivent dans la partie centrale, donc la cuvette centrale congolaise, et vers les grands Équateurs, les grands Bandundu et les grands Kasaï. Et ça, c'est leur milieu naturel, au centre de la RDC. Mais ici, à l'Olaya Bonobo, ce que vous êtes en train de voir là, c'est une forêt. Mais nos bonobos vivent ici en semi-liberté. En semi-liberté, c'est-à-dire ils ont une grande forêt que nous-mêmes nous entretenons. Et là, vous voyez par exemple, là, il y a la forêt. À côté de la forêt, il y a un peu un étang. Là, vous voyez cet étang-là, vraiment c'est artificiel. Ça fait 5 mètres de profondeur. Donc, on a créé ici à l'Olaya Bonobo le milieu de vie des bonobos. C'est-à-dire, on a conservé la forêt et il y a l'eau que nous avons mis. Donc, ils vivent en semi-liberté. L'eau artificielle du sanctuaire a une profondeur de 5 mètres. Elle empêche les bonobos de quitter librement leur enclos. Bien qu'ils soient des mauvais nageurs, les bonobos aiment l'eau. Ils l'utilisent pour se rafraîchir, boire, laver certaines de leur nourriture et même jouer dans les endroits moins profonds. À part l'eau et la forêt, vous voyez par exemple, toute la forêt est clôturée par des fils électriques. Ce n'est pas un courant pour tuer les bonobos, c'est un courant à l'aide des panneaux solaires. C'est pour seulement faire une décharge électrique, mais il est prudent, il ne touche pas ça. N'ayez pas peur, ils ne feront rien. Roulez. Ouais. Voilà. Il roule avec sa Ferrari, hein. Donc il y a les fils électriques et l'eau qui font une barrière naturelle pour nos bonobos qui vivent en semi-liberté. Nous avons 3 enclos, donc on a 3 forêts, l'enclos numéro 1, l'enclos numéro 2 et l'enclos numéro 3, y compris là où il y a des bébés bonobos orphelins pris en charge par des mamans humaines. Le sanctuaire est aujourd'hui leur maison et un centre de sensibilisation pour le grand public sur la question des bonobos. Le sanctuaire des bonobos ou encore l'Olaya Bonobo compte actuellement 64 employés sans compter les journaliers. À l'Ola, on préfère appeler ceux qui viennent voir les bonobos les visiteurs et non les touristes parce que le passage à l'Olaya Bonobo, c'est plus que le tourisme. Les guides sont appelés des sensibilisateurs, des personnes qualifiées qui sensibilisent les visiteurs sur la conservation afin de leur responsabiliser vis-à-vis de ce patrimoine congolais qui est les bonobos. Ils sont plusieurs, nous sommes tombés sur Blaise. Devant vous, vous avez un tableau. Alors, qui est lui-même le bonobo? Le bonobo, en fait, il est rangé parmi les 4 grands singes du monde. Et pourquoi est-ce qu'il est appelé grand singe? Les grands singes sont des singes qui n'ont pas de queue, mais ils ont un cerveau très développé. Et dans le monde, ils sont au nombre de 4. Vous avez les plus grands et les plus gros, qui s'appellent gorilles, dont le nom scientifique c'est le gorille, la gorilla. Vous avez le deuxième grand singe, c'est le chimpanzé, à face claire. Lui, on l'appelle Pan troglodytes. Et chez nous, ici, vous avez le bonobo que nous allons visiter. Et lui s'appelle Pan paniscus. Et enfin, le dernier grand singe, c'est l'orang-outan. Et lui vit uniquement en Asie, mais en Indonésie. Et pour le trouver, il faut aller dans Bornéo et Sumatra. Mais parmi les 4 grands singes du monde,
Le seul pays, donc l'unique pays au monde qui en a 3 sur les 4, c'est la République démocratique du Congo. Et quand vous regardez toujours la carte de la RDC, le Congo a la chance d'avoir à la partie est, vous avez des gorilles et des chimpanzés. Donc les gorilles, on les trouve dans les Kivu, et vous avez des chimpanzés au Katanga et la province orientale. Gorilles et chimpanzés, c'est à l'est du Congo, et le bonobo, c'est au centre de la RDC. Les 3 ne partagent pas les mêmes territoires, mais dans d'autres pays africains, il peut y avoir 2 chimpanzés, gorilles, mais le nôtre a. Donc, le bonobo, gorille et chimpanzé. Cité parmi les grands singes, les bonobos peuvent être physiquement identifiés. On reconnaît d'abord un bonobo par l'absence de queue, mais avec un cerveau développé. La figure ou bien la face, elle est complètement noire. La face des bonobos est vraiment noire. Et le bonobo a des petites oreilles noires aussi. Mais ces petites oreilles noires sont cachées par des poils qu'on appelle favoris. C'est vraiment frappant les favoris. Et généralement, le bonobo a une raie, une ligne au milieu de la tête, comme une maman qui vient d'un salon de coiffure. Il a des lèvres roses et au niveau des orteils, généralement, il a le 2e orteil et le 3e collé. Et quand vous voyez un singe comme ça, c'est que c'est un bonobo. Le bonobo, également appelé chimpanzé nain ou chimpanzé pygmée, fait jusqu'à 70 cm à 1,20 m de taille à l'âge adulte. Les mâles étant les plus grands, leur poids va jusqu'à 45 kg et les femelles environ 30 kg. Après cette présentation de coutume aux visiteurs sur les bonobos pour être fixés, l'heure est maintenant à la visite guidée. Côté bateau, on a la boulette, on a Ok, alors on va aller visiter les bonobos, mais vous pouvez filmer, prendre vos photos, mais ne touchez pas au fil. Les fils sont électriques. Ne criez pas si c'est un monde sauvage. Non, vous pouvez, mais pas crier. Parce qu'ils sont des animaux sauvages, le fait de crier, de beaucoup rire, ça peut aussi les effrayer. L'Olaya Bonobo reçoit au moins 45 000 visiteurs par an, 15 000 enfants et 30 000 adultes venant d'intérieur et d'extérieur du pays. Un chiffre très minime car la République démocratique du Congo à lui seul compte plus de 100 millions d'habitants. L'Olaya Bonobo a 35 hectares de forêt subdivisés en 3 enclos de forêt et chaque enclos est géré par 2 personnes. Le premier enclos, la forêt numéro 1 à 10 hectares, le second, la forêt numéro 3, 6 hectares et la forêt numéro 2, le plus grand, 14 hectares, plus la nurserie, 5 hectares. Le tour complet de la visite fait 3,5 km et le cercle peut vous prendre environ 2 heures du temps. Exceptionnellement, par rapport aux habitudes de guidage à l'Olaya Bonobo, nous avons commencé notre visite par la nurserie parce qu'elle est la porte d'entrée et aussi l'enclos qui accueille les petits bonobos nouveaux venus. On va monter, c'est une pente. Hein? Maman Yvonne. Nurserie. Nurserie, l'écoute pas blesse. Nazo même la journaliste à RTNC. RTNC peut-être vous allez moi après déjà peut-être. Après environ 10 à 15 minutes de marche, nous sommes arrivés à la nurserie. C'est notre base ici. Donc tous les grands bonobos que nous venons de voir ont passé leur première étape de vie ici. Là c'est qui? Yuli, c'est un mâle ou bien une femelle? C'est une femelle. Elle a quel âge? 2 ans et demi. Et Saké, un mâle ou femelle? Femelle, 4 ans et demi. Et Saké? Lolabo, c'est un mâle, 5 ans. Chimboulou, 5 ans. Un mâle ou bien femelle? Un mâle. Montrez un peu que c'est un mâle. Montrez vraiment. Montrez que vous voyez le mâle. Vous voyez le sexe. Oui, ça c'est un mâle. Mon coteau, un jeune mâle. 2 ans et demi. Un mâle. Pongo,
C'est une femelle, voilà, c'est une femelle. Vous voyez la différence, c'est une femelle. 4 ans combien? 4 ans et demi. La cadette, c'est qui? Ikela, c'est une jeune femelle. Ikela. Donc on leur donne les noms Mondombe, Ikela, Pongo, les noms congolais, les noms de certains territoires, certaines rivières et certaines villes du Congo. C'est pour montrer que c'est une fierté nationale d'avoir ces grands singes 100% congolais. Dès qu'on nous signale la présence d'un bonobo ici à Kinshasa, dans un marché ou bien chez un particulier, au nom de la loi, nous allons confisquer ce petit bonobo. La récupération des orphelins auprès des personnes qui les retiennent en captivité se fait avec l'autorisation de l'État congolais, représentée par les autorités de l'environnement, pour les ramener ici à l'Olaya Bonobo. Nous, on ne renforce pas la loi, on n'est pas mandaté. C'est l'ICCN, cette structure-là de conservation. Nous, notre rôle, nous on sensibilise, nous on est pacifique. On a bonobo papa, aza mukombo sozaka na mboko yo. Nyama ya kobatela, soko bombi na ndako. On a risque de contamination à ma malade. Il y a beaucoup de là, il y a un hôtel à Kainengoli, il y a charge, il y a un hôtel à Kawa, avec un moka battu la Nibeko. Ce qui va conduire monio, il y a l'état de monio à Kangaï. Les bébés bonobo orphelins qui arrivent, la première étape, nous les mettons en quarantaine. En quarantaine, c'est-à-dire on les met à côté pendant 2 à 3 semaines pour un suivi médical. Déjà, généralement, lorsqu'on reçoit un bonobo, un orphelin bonobo, qui nous vient avec des plaies, ce sont des plaies infectées. Et le bonobo est parasité, donc et avec une déshydratation aiguë, la peau collée sur les os. Et avec les plaies infectées, nous sommes obligés de mettre sous antibiotiques, de faire des pansements, de traiter son état et aussi le remonter physiquement par rapport à sa santé. Quand ils arrivent, le traumatisme est tel que vraiment, ils sont entre la vie ou la mort. D'autres arrivent aussi avec des traumatismes physiques qui nécessitent une approche de traitement. On a un bonobo qui est venu avec une fracture, donc il faut d'abord faire l'accueil. Donc vous ne pouvez pas directement l'amener dans le grand groupe. Sinon, l'élan n'est pas pareil. Vous avez l'autre avec une malnutrition très avancée. Il y a même des poils qui sont en train de chuter. Donc il faut qu'ils soient sous vitamines, il faut les vermifuger et leur assurer 2 fois de suite un check santé pour être sûr qu'ils ne sont pas porteurs de virus ou de maladies pour contaminer le groupe. Les photos que vous voyez en bande bleue, ce sont les dossiers des bonobos. Là, ce sont les mâles. Et en bande rouge, ce sont les femelles. Et à chaque fois qu'on reçoit des nouveaux bonobos, on ouvre un dossier. Déjà, là c'est Eleke. C'est un bonobo qui nous est arrivé il y a longtemps, en 2007. Et là c'est son historique, comment on l'a récupéré, la circonstance d'arrivée du bonobo. Et juste là à côté, c'est le suivi d'anesthésie pour le check santé. Et là aussi, c'est la fiche de suivi. Et là, c'est la fiche de traitement. Lorsque le bonobo est malade, il y a une fiche de traitement. Et on écrit la date, les produits et les symptômes aussi remarqués et la dose du traitement traité. Et tout ceci se trouve dans le dossier du bonobo. Souvent, par rapport à nos saisies, nous sommes à la portée des bébés. Parce que pour la triste histoire, les adultes sont mangés. Alors que les bébés, comme ils sont non fiables à l'estomac à l'âge très jeune, ils sont vendus comme animal de compagnie. C'est pendant ce processus de vente que nous, on arrive à la détection ou à l'identification d'un bonobo dans un endroit bien ciblé. Et souvent, dans l'information, nous remontent des personnes sensibilisées qui comprennent que c'est illégal de tuer, de manger, de capturer et de posséder un bonobo. Parce que c'est une espèce totalement protégée. En quarantaine, comme dans la nurserie, les bonobos sont assistés par les mamans humaines appelées mamans de substitution. Elles remplacent leurs vraies mamans bonobos qui ont été victimes de braconniers.
Elles ont pour rôle d'apporter amour et affection aux bonobos. Elles passent des journées entières à côté des petits bonobos. Ils ne se séparent qu'au coucher. Cela pendant 5 à 6 ans après leur intégration dans la vie normale. La maman en quarantaine va s'occuper du bonobo pour essayer de remonter un peu psychologiquement son état, parce qu'ils viennent avec un désespoir de pouvoir vivre. Les traumatismes que connaissent ces orphelins les empêchent vraiment même d'avoir le sourire, les empêchent même d'avoir de l'appétit, ça les empêche même d'avoir un regard fiable. Ils ont très peur, ils sont renfermés. Le passage dans la nurserie est très important car les bonobos ne survivent que quand il y a un transfert affectif, c'est-à-dire pour réhabiliter un bonobo, tout démarre par l'amour. Sans amour, le bonobo peut faire une grève de faim jusqu'à en mourir. Sans affection maternelle, un bonobo se laisse mourir parce qu'ils sont dépendants 5 ans naturellement de leur maman. Et c'est des petits qu'on accueille très jeunes, à l'âge de 2 ans, 3 ans. Après un épanouissement en quarantaine, c'est la même maman qui va prendre encore en charge dans le groupe ici. Donc en fait, la prise en charge se fait par une mère spécifique du début jusqu'à la fin du processus. Les mamans de substitution sont sélectionnées après un appel d'emploi dans la population avoisinante du sanctuaire. Elles sont soumises à une interview sur l'importance qu'elles accordent aux animaux, à la forêt et autres. Seules celles qui réussissent sont employées. Elles sont 8 actuellement. Nous devons noter que ni la quarantaine, moins encore la nurserie, ne sont pas de lieux de dressage de bonobos, mais plutôt des endroits où les bonobos s'uniformisent avec la forêt pour qu'ils soient prêts le jour de leur insertion dans leur milieu naturel qui est la forêt du bassin du Congo. Car l'Olaya Bonobo n'est qu'un passage pour ce grand rendez-vous. Dès que les petits commencent à avoir un rétablissement psychologique, on les voit plus rassurés. Ils commencent à s'épanouir, à jouer dans les arbres, à jouer avec ses amis. Et dès qu'on commence à sentir que le bonobo a de l'expression, qu'il peut bouger de gauche à droite, qu'il peut déjà commencer à avoir une vie sociale, c'est déjà une preuve que la mère peut déjà commencer à avoir des moments de repos, à pouvoir un peu permettre à ce qu'une autre mère prenne la relève. Mais l'attachement et le suivi n'est garanti que par une seule mère. Comme naturellement, on n'a qu'une mère biologique. Lorsque l'indépendance est prouvée par certains petits bonobos dans la nurserie, un transfert chez le grand bonobo est organisé sans attendre. Parce que la vie menée dans la nurserie à côté des mamans humaines n'est pas la vraie vie de société de bonobos. Raison pour laquelle, après la confiance en eux-mêmes retrouvée dans la nurserie, les petits bonobos sont transférés pour qu'ils grandissent à côté des vraies mamans bonobos, individus légitimes et qualifiés auprès de qui ils vont apprendre les règles de leur espèce. Les bonobos prêts n'intègrent pas directement dans le groupe. Un lieu de transition est créé dans lequel on organise un premier contact entre les nouveaux et quelques jeunes de même âge que du groupe choisi et ensuite, le jour suivant, ils sont rejoints par les adultes dominants du groupe, donc la famille royale, car une fois de l'autre côté, la famille régnante va les prendre en charge en les assurant sécurité et protection, le temps d'être acceptés par le reste du groupe. Le choix du groupe est fait selon les caractères et les comportements des bonobos qui doivent intégrer. Généralement, on fait les grands tours. Hein? Le tour complet, ça fait 3,5 km. Donc après la forêt numéro 1 et la forêt numéro 3, on descend pour remonter là-bas. Et pour aller voir la plus grande forêt qui a 14 hectares, la forêt numéro 2.
Ici, nous sommes à l'enclos numéro 3. C'est dans cet enclos que vit le bonobo le plus âgé du sanctuaire. Il est né en 1982. Son nom est Makali. C'est le mâle le plus adoré par les femelles, puisqu'il est très diplomate. Il est très diplomate par rapport à d'autres jeunes mâles un peu qui aiment toujours des bagarres. Lui n'a pas de poils, ce n'est pas une maladie ou bien ce n'est pas dû à l'âge, non. Makali tellement adore les femelles et les femelles tellement l'adorent et lui se laisse faire. Les femelles alors les pilent, l'enlèvent le poil. Le souci au départ n'était pas de faire l'épilage mais plutôt l'épouillage. Les bonobos pendant leur sieste, ils s'assoient en groupe. Et l'épouillage fait partie de leur passe-temps. Et il contribue au renforcement des liens entre les bonobos. Makali par contre, il est victime d'une habitude que lui et 3 autres bonobos ont ramenée de l'Institut de la recherche biomédicale INRB en sigle, où ils étaient enfermés comme cobayes et à force de rester dans la désolation, ils se sont épuyés tellement, cela se transformait en épilage. Arrivés à Lola, ils ont transmis cet apprentissage aux autres bonobos et Makali, lui, en est victime. En descendant, il y a une petite passerelle là-bas. Donc là, c'est pour contourner maintenant, pour faire les grands tours. Là, c'était Matadi et Manono. Ici, vous avez Bwende. Ça va, Bwende? Bonjour. Oui. Bonjour, Bwende. Oui. Bwende a déjà 18 ans. Voilà, c'est un mâle. Hein? Voilà. Voilà. Il roule avec sa Ferrari. Hein? Et Bwende, c'est un bonobo. Un bonobo qui a été saisi vers Gisenyi. Gisenyi, c'est-à-dire on l'a amené déjà au Rwanda. Et les gens les confondaient, les Rwandais croyaient que c'est un gorille ou quoi. Et on nous a signalé sa présence à Gisenyi, vers la frontière entre Goma et le Rwanda. C'est là où nous sommes allés les récupérer. Et voilà, il est ramené maintenant au paradis. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Wendy. Voilà, roulez, 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 roulez. Ouais. Voilà. À Lola, les photos et les vidéos du sanctuaire et des bonobos faits avec le téléphone sont autorisés. Les visiteurs ne manquent pas à en prendre. Ils font des belles prises pour immortaliser leur passage au sanctuaire de bonobos. Les bonobos ont une structure sociale très soudée. Ils ont une vie de famille sous le leadership de femelles. Les bonobos sont matriarcats. Les femelles, elles sont organisées en alliance. Elles sont très intimement liées et ils vivent en complicité telle que vous avez cette cohésion forte entre elles. Et en tête du groupe, il y a une femelle dominante. En fait, qui n'est pas élue, mais qui par sa personnalité, son caractère, mais même aussi l'ancienneté, prend toujours le devant du groupe et se fait respecter. La personnalité de la femelle dominante se fait tout de suite remarquer par son caractère. Vous remarquerez que quand vous faites une approche dans le groupe, elle est la première à toujours se positionner avant tout le groupe. Elle est toujours la première à réclamer et elle a une curiosité plus avancée. La femelle dominante se fait respecter et écouter. Quand, par exemple, le mouvement du groupe veut se lancer pour une exploration, le groupe reste très attentif à ses pas. Il suffit qu'elle, elle bouge, tout le monde essaie de bouger avec elle. Il y a un peu cette harmonie par rapport à son mouvement à elle. Tous les autres respectent. Quand vous essayez de faire une approche de nourrissage, il n'y a aucun individu qui peut se permettre de ramasser un fruit en présence de la femelle dominante. Par respect, tout le monde s'écarte de ses faces. La hiérarchie chez les bonobos est très bien structurée. Vous avez dans l'alliance des femelles une assistance mutuelle qui fait que la femelle dominante, souvent, se fait seconder par une femelle qui est comme son adjointe, qui va la soutenir
pour renforcer la vigilance par rapport à la sécurité du groupe, par rapport à tous les bruits, tous les mouvements qui tournent autour du groupe. La femelle dominante est là pour diriger, discipliner et positionner le groupe. L'adjoint qui suit normalement, elle joue un peu un rôle comme de police. Elle est là pour, à chaque fois, vraiment insister ou renforcer une éducation ou renforcer une redirection ou renforcer une discipline. Vous sentez qu'elle, elle ne lâche pas tout de suite. Quand il y a une faute, elle réagit directement en alertant la femelle dominante et se lance avec insistance. Et les autres femelles ne sont là que pour soutenir et appuyer. Elles interviennent comme des complices. Dans cette alliance de femelles, il y a aussi une hiérarchie des mâles dans le groupe, mais soumis à l'alliance de femelles. Les femelles ne sont pas si égoïstes que ça. Ils ont quand même besoin de leurs mâles aussi et leur donnent aussi un rôle. C'est que les mâles, en fait, ils sont comme des éclaireurs, comme des brigadiers. Ils sont là pour plus renforcer la vigilance sécuritaire. Ils font un peu la garde du groupe aussi. Et celui qui est chef chez les mâles, c'est le fils de la femelle dominante, normalement qui détient la hiérarchie chez les mâles. Et quand il arrive dans un groupe où la femelle dominante n'a pas de fils, elle a plutôt une fille, c'est le fils de son adjoint qui est délégué. La société de Bonobo est une société qui communique beaucoup entre eux, d'autant plus qu'ils sont très sociaux et ils tiennent aussi à la cohésion du groupe. Nous avons 3 types de communication que nous arrivons à inventorier par rapport à l'approche de nos observations. Nous avons les bonobos, ils peuvent utiliser une communication à travers des vocalisations ou des sons assez spécifiques pour arriver soit à exprimer un appel, une localisation, une identification par rapport à l'endroit où ils se retrouvent. Vous avez des vocalisations qui peuvent se différencier selon que les bonobos présentent une alerte. Vous avez un son brut vraiment qui sort d'un individu pour dire « attention ». Ça, ce sont les 2 chefs qui réagissent tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une alerte là-bas et ils réagissent. Ce sont les premiers concernés. Et ça, la réaction qu'a tous les groupes, c'est de fuir directement et trouver un refuge. Et c'est à travers cela qu'on peut comprendre si les bonobos, ils ont peur. On peut évaluer un peu la teneur de leur émotion. Il y a des cris qui montrent que non, il y a un danger. Il y a des cris qui montrent qu'il y a une naissance et que nous venons, effectivement, il y a un bébé qui est né. Il y a des cris qui montrent qu'ils ont faim. Vous voyez, par exemple, notre forêt, on a 50 hectares de forêt ici. On a des serpents ici, on a des vipères, on a des mambas. Et un groupe de bonobos qui voit une vipère ou bien un mamba et les cris d'alerte. C'est des cris aigus, des cris vraiment aigus. Et les femelles, en ce moment-là, tiennent les bâtons pour neutraliser le serpent. C'est-à-dire, et nous connaissons déjà que le fait qu'ils sont en train de crier comme ça, des cris aigus et intermittents, cela veut dire qu'il y a présence d'un corps étranger. Effectivement, quand on vient, et on trouve un serpent. Vous avez des vocalisations qu'ils font aussi quand ils ont retrouvé une source alimentaire pour signaler qu'il y a quelque chose de bon ici. Même s'il y a des bonobos qui sont un peu à la périphérique, tous vont courir pour aller rejoindre l'équipe. Vous avez évidemment d'autres vocalisations qu'ils font à la fin de la journée. C'est les sound nest. C'est pour dire bonne nuit. Et souvent, c'est lui qui initie, c'est la femelle influente ou dominante qui va souhaiter bonne nuit à tous les membres du groupe pour dire que c'est la fin de la journée. Nous dormons ici. Qui après est répliqué par le reste du groupe pour dire d'accord, on dort ici. Un peu pour dire à demain, bonne nuit. Ça signifie un peu ça. Et à ce moment-là, vous voyez tous les bonobos déjà faire une sélection de quel arbre par où ils vont faire de nuit avec des branches de feuilles bien pour dormir.
Vous avez une seconde étape de communication, c'est les gestes. Les bonobos, facilement, ils ont la main tendue. Ils peuvent te tendre la main pour faire une demande. C'est du begging, ils vont demander. Ça peut être une sollicitation à un objet. Ça, souvent, ils le font aussi envers nous. Ça peut être aussi une négociation. Quand il veut s'excuser pour faire la paix, il va tendre la main pour dire on est frères, pour exprimer la fraternité. Quand il veut aussi te faire une invitation, il va tendre la main souvent quand ils ont besoin d'une intimité avec un autre sujet. Vous avez ces individus qui viennent, surtout les mâles, qui peuvent solliciter en tendant la main. Ils t'appellent vraiment avec des gestes comme ça pour dire viens. Et ça, vous comprenez que ça, c'est un signal pour dire on y va. Vous avez aussi dans l'expression gestuelle, vous savez que les bonobos, ils utilisent de la même manière les mains et les pieds jouent absolument le même rôle. Ils sont préhensibles, ils peuvent utiliser, ils sont très flexibles. La main et le pied jouent le même rôle. Vous avez d'autres, par rapport au geste, quand il réclame quelque chose et qu'il veut insister, il va frapper les mains. Il va frapper les mains pour avoir ton attention, pour dire « Eh oh, regarde-moi ». L'autre, il va faire un peu de gestes très particuliers, on dirait une danse. Vraiment pour insister et te dire « Donne-moi ». Et quand ils ne sont pas contents, la première des choses, vous voyez le bonobo se rouler et après vocaliser en pleurant. C'est pour dire que je ne suis pas content, comme un enfant. Et au final, il roule, il peut même se tenir par la tête pour dire mon Dieu, je ne suis pas content. Il crie, jusqu'à avoir un secours d'un autre. En 2012, l'équipe internationale dirigée par les chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, en Allemagne, a ainsi montré que l'ADN du bonobo et celui de l'homme étaient similaires à 98,7%, ce qui fait du bonobo l'animal génétiquement le plus proche de l'être humain avec le chimpanzé. Raison de plus pour que la compréhension au niveau du langage entre ces trois individus soit confirmée. Tu peux partager? Refuse. Ça ne me donne pas. Tu peux partager? Non. Donc, c'est-à-dire, nous communiquons par des cris, des gestes et tout qu'on sort, hein, et on se comprenne. Il est à 98% humain, le bonobo. C'est-à-dire, il comprend bien le langage humain. On leur parle en lingala, on leur parle en français, et vraiment, ils comprennent bien ce langage-là. Allez, venez. Ah. Voilà. Ok, allez. Kinshasa, viens. Voilà. Kinshasa, allez. Donc, avec nous, nous leur parlons et ils comprennent. C'est comme si à la maison, vous avez un bébé, un enfant qui est muet. Même quand tu voyages, tu fais un moment où tu étais en congé, tu reviens. Le jour où tu reviens, ils t'accueillent. Nous avons l'expérience même avec la fondatrice, Madame Claudine André du projet. Quand elle revient ici en visite, vous sentez que les bonobos bougent pour dire « elle est là ». Donc les bonobos nous reconnaissent, même rien que par la voix. Oh bébé, on va là. À École, il y a bonobo. Ces bonobos qui sont relâchés après 5, 6 ans. Quand tu repars pour les voir, ils t'accueillent. Tu sens qu'ils te demandent où tu étais. Ils manifestent cette reconnaissance-là. Les mères qui les ont pris en charge dans la nurserie, ils ne les oublient pas. Chaque fois qu'ils sont de passage, ils manifestent. Ils ont une bonne mémoire. Le sexe chez les bonobos n'est pas seulement un appareil de reproduction, mais aussi un instrument de cohésion du groupe. Ils ont comme devise « faire l'amour et non la guerre ». Pour résoudre leurs problèmes, chez les bonobos, comme on dit, c'est un monde pacifique où tout est réglé par le sexe. C'est-à-dire, en cas de problème, en cas de conflit, de tension, c'est le sexe qui calme les tensions ici. Regardez celui qui monte là. Vous voyez celui qui monte là? Derrière, vous avez des testicules. C'est un mâle. Alors les femelles, regardez la jeune femelle, derrière c'est rose. Vous voyez? C'est le sexe gonflé. Il y a un gonflement vulvo-anal. C'est-à-dire l'anus est au-dessus et le vagin est en bas. Et ça gonfle à maturité. Le sexe fait partie d'un langage au-dessus de la reproduction qui permet de faire la paix, qui permet de résoudre toutes sortes de conflits, qui permet de renforcer les liens entre individus, de se pardonner, de pouvoir célébrer tous les événements possibles, de pouvoir exprimer en fait tous les sentiments possibles qu'ils vivent au sein du groupe.
La société de bonobo est la seule des grands singes qui utilise l'approche sexuelle comme une troisième main qui vient renforcer le lien, la fraternité. Partant de cela, comme c'est une troisième main, comprenez que cet acte les ramène à pouvoir négocier ou le pratiquer de façon assez complexe. Entre mâles, entre femelles, partant un peu de l'indicateur humain, on pourrait assimiler cela à une vie homosexuelle. Mais nous nous préservons quand même d'expliquer que les bonobos, ils ont une promiscuité sexuelle et ils ont un mode sexuel en pêle-mêle qui mélange un peu les adultes, les plus jeunes, les femelles entre elles, les mâles entre eux et mâles et femelles. Et ils le font sous deux formes. Les bonobos, ils font de la simulation sexuelle qui est un contact d'organes, qui peut être superficiel, entre mâles, entre femelles, mais ils font aussi de la pénétration ou du coït, qui peut essentiellement ramener à la reproduction ou à la négociation. Les bonobos, ça reste une espèce qui, au-delà de la reproduction, utilise l'acte sexuel aussi pour les plaisirs. L'accouplement sans finalité de reproduction est un exercice permanent chez les bonobos, à côté duquel il faut ajouter l'épouillage qui est aussi une technique efficace de la consolidation de la cohésion sociale. Par rapport à la reproduction, les bonobos est sexuellement mature entre 11 et 12 ans. Entre 11 à 12 ans, et la femelle bonobo voit ses premières règles déjà. Et elle peut avoir déjà son premier bébé. Et même pour le mâle aussi. Là, c'est l'évolution du cycle ovarien de femelle. Et ce sont des observations qu'on fait généralement. Et là, ce sont les noms de toutes les femelles qui sont ici, à l'Olaya Bonobo. Ici, on écrit date et durée. C'est la date et durée et règle de son cycle ovarien. Les bonobos voient des règles tous les mois. Pendant le moment de chaleur, la vulve gonfle. Et lorsque la vulve gonfle pendant cette période de chaleur, il y a tous les mâles qui viennent courir derrière la femelle gonflée. Et pendant que cette période de chaleur passe, la vulve commence à rétrécir, à perdre le poids, jusqu'à ce que la vulve va devenir molle. Il y a des fiches de suivi et il y a une infirmière qui s'occupe principalement de ça. À chaque fois qu'il y a des règles, tous les mois, elle notifie. Et le jour où on va remarquer peut-être que la femelle a fait plusieurs jours sans régler et qu'elle commence à changer un peu de forme, c'est à ce moment-là qu'on prévoit un test de grossesse. Et le test de grossesse que nous faisons, nous utilisons le même test que les femmes humaines utilisent pour faire un test de grossesse. Le jour où on a confirmé que le bonobo a été positif, on revient aux fiches de suivi de swelling. Donc le swelling, c'est le suivi de l'évolution de leur vulve. Généralement, lorsque le bonobo est enceinte, la vulve ne gonfle plus. La vulve reste juste dégonflée jusqu'à ce que le bonobo va accoucher. La gestation chez les bonobos dure entre 220 à 230 jours. Le nouveau-né pèse entre 1,3 à 1,6 kg. Nous, on ne participe pas à faire accoucher une femelle. Souvent, les femelles accouchent en forêt et sortent avec un bébé déjà bien portant. Et c'est juste qu'après l'accouchement, il y a un traitement pour la femelle qui a accouché. Une période où elle est sous antibiotiques et sous méthergine. Et lorsqu'on constate que la mère est en bonne santé et que le bébé aussi est en train de bien prendre le lait maternel, on libère la mère le 4e jour. Dans leur milieu naturel, on n'intervient pas parce que là-bas, leur immunité est très différente de ceux qui sont proches avec la présence humaine. Les bonobos sont proches de nous, les humains, à 98%. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi attraper nos maladies. Et les maladies qui partent des animaux aux humains, on appelle ça des zoonoses.
C'est-à-dire les bonobos attrapent les mêmes maladies que nous et nous les soignons aussi avec les médicaments humains. Donc nos médecins, quand les bonobos tombent malades, ils prennent les mêmes médicaments que nous prenons. Et pour éviter aussi la Covid ici chez nous au parc, c'est comme ça qu'on oblige à tous nos visiteurs d'avoir des visières. Cette espèce qui normalement est très dynamique sexuellement est malheureusement une espèce qui a une reproduction lente et difficile. Toute sa vie, une femelle bonobo ne peut que donner 4 ou 5 bébés. Imaginez qu'elle ne donne qu'un bébé tous les 5 ans. Un petit tous les 5 ans. Et si vous calculez, elle commence déjà à donner son premier bébé à l'âge de 12 ans. La ménopause lui arrive à 35 ans. Donc toute sa vie, elle ne peut que donner 4 ou 5 bébés. Et ça, c'est partant de leur physiologie qui fait que par le fait que la mère, normalement, allaite 4 ans à 5 ans. Et pendant ce temps que la mère est en train d'allaiter, il n'y a pas un retour d'ovulation, donc la mère ne peut pas concevoir. Une des causes qui rend cette espèce en danger de disparition parce qu'ils sont surexploités et il n'y a pas une compensation en équilibre de population par rapport à la reproduction. Et ça vit 50 à 60 ans. Et il faut voir qu'ils sont limités aussi dans le temps. Comme chez les humains, autour de 45 ans, ils sont un peu à la ménopause, ce qui fait que la mère peut avoir dans sa vie que 4 à 5 petits. Nous devons noter que la ménopause intervient à environ 35 ans quand le bonobo est en captivité et à environ 45 ans dans leur milieu naturel. Les mâles interviennent peu dans l'éducation des petits. Seules les femelles s'occupent des nouveau-nés. Ils jouent un rôle important dans la protection du clan. Après le sévrage, qui dure environ 5 ans, le jeune mâle restera toute sa vie auprès de sa mère et du groupe d'origine, tandis que la femelle cherchera une nouvelle famille à la puberté. Les bonobos à Lola vivent en semi-liberté, où ils ont une connexion permanente avec la nature. Nous essayons de les gérer le plus sauvage possible pour ne pas modifier leur comportement. Nous donnons à leur apport une alimentation saine en respectant plus les régimes végétariens. Les bonobos sont principalement végétariens. Les bonobos en général, nous les nourrissons toujours avec le légume et les fruits. Ce sont des feuilles de patates, oui. Pour éviter des démangeaisons comme à la maison, et on enlève un peu de quoi sur les tiges et on leur donne. En dehors d'herbes, des feuilles, de tiges, d'écorces, de graines, de fleurs et des champignons, l'animal ne dédaigne pas quelques plats carnés tels que des fourmis, des termites, des larves d'insectes, de vers de terre, des œufs, des poissons, des petits mammifères de type écureuil. Nous favorisons aussi, si possible, un approvisionnement de fruits sauvages pour déjà les entraîner à reprendre un peu les habitudes quand ils seront réintroduits dans la nature. Les bonobos ne chassent pas activement leur proie, mais en consomment de façon opportuniste. Ici, à Lola, les bonobos ont découvert un autre aliment fait maison qu'ils adorent appeler boulettes. Les boulettes, c'est comme vous attendez parler de boules, C'est comme des boules de foufou. C'est des foufous qu'on a préparés, composés de farine, composés de bananes, de soja. Il y a plusieurs choses dans la boulette là pour assurer un peu au bonobo un supplément de protéines, tout comme des protéines végétales. Le maman de substitution, nous donnons le petit bonobo de lait, des vaches, des laits préparés, des choses comme ça, des yaourts. Les bonobos ont droit à 4 repas par jour organisés de façon équilibrée pour leur éviter des maladies qui peuvent provoquer la malnutrition. Après avoir mangé, ils repartent dans la forêt où ils font la sieste.
Donc, c'est-à-dire, comme on a dit, dans la nature, chez nous, ici dans la forêt, ils montent sur les arbres en train de chercher ce qu'ils peuvent trouver dans la forêt comme tiges, comme fruits sauvages, ou bien parfois ils forment leur groupe comme vous voyez là-bas. Vous voyez par exemple là, ils attendent seulement la nourriture, mais ils ont un groupe là et c'est là où ils peuvent rester là-bas, palabrer comme les humains. Donc c'est un monde vraiment bien organisé. Donc ils passent leur temps. S'ils n'ont pas à manger, ils restent ensemble là, ils font des jeux. Donc celui qui tape là, c'est un mâle, Moi, c'est un mâle, et qui joue avec la jeune femelle. Ça, c'est pas la bagarre, c'est les jeux. Ils aiment le jeu. Toute leur vie, c'est les jeux. Voilà, là, c'est Kikut qui roule avec sa voiture. Hein. Ils se déplacent. Hein. Par exemple, ici, nous avons 14 hectares. Après avoir mangé, ils vont dans la forêt en train de jouer. Igete, tozota la salle des jeux kaka. Sala no miliki na yo. Soki moyen zali tchelanga pe mai na katini, s'il te plaît. Maya moto. Ça, c'est la salle des jeux. La salle récréative. C'est ici où les bonobos passent leur temps, où ils ont une connexion et un contact avec la nature, ils développent leur vie arboricole, ils arrivent vraiment à s'épanouir, à découvrir même des fruits sauvages et à la base, avoir un peu de l'épanouissement. La salle de jeu est uniquement pour les bébés orphelins et nous les mettons ici uniquement lorsqu'il pleut. Et pour éviter le coup de froid, puisqu'ils ont un état de santé fragile, et avec la pluie, ils peuvent avoir la bronchite, bien la pneumonie. Mais pour éviter ça, quand il commence à pleuvoir directement, nous les protégeons ici. Nous avons enrichi cette pièce de manière à leur trouver des balançoires. Comme ça, les bonobos gardent un peu cette allure, grimper, s'accrocher. Ils sont toujours en mouvement et ils ne s'arrêtent de jouer. Tous ces pilons-là, jouer dessus, bien se balancer. Vous avez la présence du mur décoré en nature. Les bonobos, ils ont une reconnaissance de soi. C'est des animaux intelligents qui peuvent se reconnaître à travers des images. Ils peuvent interpréter des photos. Ils peuvent se reconnaître à travers un miroir. Et nous, cette décoration, c'est aussi éducative. C'était pour imprégner les bonobos, quoi qu'ils soient dans un milieu restreint, que l'image de la forêt persiste. Le jeu est l'activité principale des bonobos. Et comme ils passent 80% de leur temps à jouer, ils sont fatigués le soir et dorment profondément la nuit. Dans leur milieu naturel, dans la forêt du bassin du Congo, les bonobos se construisent leur propre nid. Ils utilisent les branches d'arbres et des grosses feuilles pour le faire. Et ces nids sont construits sur les arbres. Par contre, à l'Olaya Bonobo, ils passent leur nuit dans des maisons construites avec des blocs de ciment et de tôle sur de lits appelés hamacs. Donc les hamacs sont tout simplement de nids de substitution que nous donnons à disposition des bonobos pour passer la nuit en cage. Et il n'y a pas de dispute des lits de hamacs, c'est-à-dire le nombre de bonobos équivaut au nombre de lits ici à l'Olaya Bonobo. Les bonobos dorment dans le hamac en cage, mais comprenez qu'ils ont gardé cet instinct de construire des nids pour la sieste. Nous avons en forêt de nids de sieste. Même s'ils ont des hamacs, vous avez de ces bonobos qui, par volonté de foi, préfèrent de passer une nuit à l'extérieur. Si les bonobos préfèrent passer une nuit à l'extérieur, nous osons croire que c'est par instinct car la forêt est leur maison. Pour réintroduire les bonobos dans leur milieu naturel, il y a un canevas, il y a une ligne de conduite que l'Union internationale pour la conservation de la nature nous donne. Donc on ne peut pas réintroduire les bonobos par exemple au Bas-Congo, qui n'est pas leur milieu naturel. Le milieu naturel des bonobos, c'est le centre, comme on a dit, l'Équateur, le Bandundu et le Grand Kasaï. Et là-dedans, ils doivent trouver la nourriture adéquate. Et ils doivent savoir vivre en harmonie. Et nous, on a réuni toutes ces conditions-là. C'est comme ça que vous voyez que 2 déjà de nos groupes sont déjà réintroduits dans leur milieu naturel à Bassan-Koussou. La sélection, normalement, des individus se fait par groupe et par enclos. Nous avons une répartition de 3 enclos différents, gérés séparément, qui font un peu de différentes familles, où nous essayons en fait de pouvoir trier. On fait un tri sélectif de certains individus, normalement qu'on sent en bonne cohésion. Et ce qui est très important, c'est d'abord de partir du leadership. Qui est la femelle dominante qui va diriger? Qui est le mâle dominant qui va tenir? Et voir autour de ces groupes-là qui sont les individus qui sont très fidèles à ces leaders. Et nous tenons compte aussi d'un groupe mixte en faisant au moins
une complexité des jeunes, des adultes. Il faut faire un équilibre avec l'alliance des femelles parce que la femelle dominante ne va pas diriger tout seul. Elle a besoin de ses sœurs autour pour faciliter l'assurance et l'intégration dans les nouveaux milieux. Les orphelins que nous gérons sont aptes à la réintroduction autour de l'âge de 7 ou 8 ans. Ceux qui naissent déjà avec leur mère dans les enclos ou dans les groupes peuvent déjà partir même plus jeunes parce qu'ils n'ont pas connu de traumatisme. D'autres femelles même sont transférées gestantes. Ça ne pose aucun problème. Et au cas où on a, après avoir sélectionné, dans ce groupe qui est socialement stable, on constate qu'il y a un individu qui n'est pas en état d'être réintroduit et qui présente peut-être une certaine maladie qui doit être traitée et tout, on est obligé de suivre ce cas et peut-être envoyer les autres. Et ce bonobo va rester pour être traité et être dans de bonnes conditions. Ça dépendra maintenant des moyens qui seront disponibles pour pouvoir récupérer ce bonobo et envoyer dans son groupe qui a été réintroduit. Et pour faciliter normalement le bien-être, nous essayons de les ramener dans la nature au moment de la fructification pour favoriser une exploration rapide, facile du territoire et la découverte des fruits et un relâchement complet. Après près de 2h30 de visite d'enseignement avec l'éducateur Blaise, qui nous a fait comprendre l'importance du sanctuaire de Bonobo et la valeur qu'a les bonobos, nous nous reposons quelques minutes pour faire les dernières photos et récupérer les forces dans les jambes. Bien que cela, nous avons gravé dans nos cerveaux que les bonobos sont nos cousins. Nous ne devons pas les tuer ni les manger. Le faire, c'est tuer et manger ses propres frères et sœurs. Nous ne devons pas aussi faire le trafic des bonobos ni de sa viande, même pas le retenir en captivité parce que le vendre, c'est trahir son cousin et le retenir en captivité, c'est emprisonner son cousin pour son plaisir.